Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés à la 7e leçon de la playlist physique appliquée et aujourd'hui, nous allons explorer le circuit magnétique et la force magnétomotrice. Ce sont des sujets qui nous permettront d'avoir une base solide pour de nombreux concepts d'électrotechnique. Commençons par un rappel du théorème d'Ampère qui a été traité dans la leçon numéro 5 de cette même playlist. Ce théorème peut être énoncé de la manière suivante. L'intégrale Q affini sur un contour fermé C du produit scalaire des vecteurs du champ magnétique B et de dl, dl étant l'élément infinitésimal de déplacement le long du contour C. Cette intégrale est égale à la multiplication de la perméabilité magnétique du milieu, mu, qui est égal à mu0 si le milieu magnétique est le vide, l'air, le vide, l'air, et la valeur c'est 4 pi fois 10 à la puissance de moins 7 Henri. Henri par mètre. La multiplication de mu fois I enlacé, I enlacé qui représente la somme des courants qui traversent ou pénètrent la surface créée par le contour C. Et nous avons vu qu'en appliquant ce théorème à un solénoïde de longueur N mètres, possédant grand N spire, le nombre de tours, circulant un courant de I ampères, on obtient la valeur du champ magnétique B à mu0 fois N fois I, fois grand N fois I, le tout divisé par L, et N divisé par L est égal à petit n, qui est en fait le nombre de spires par unité de longueur. Cette même relation, c'est-à-dire B égale à mu0 petit n fois I, a été déterminée à l'aide de la formule de Biot-Savart. De Biot-Savart dans la leçon numéro 4. Mais le théorème d'Ampère nous simplifie la vie dans les configurations symétriques. Maintenant, nous entrons dans le sujet d'aujourd'hui. Premièrement, c'est quoi le circuit magnétique? C'est tout simplement le trajet ou le chemin suivi par le flux magnétique. Et le flux magnétique suit généralement un contour fermé, de la même manière que le courant électrique circule dans un circuit électrique. Prenons l'exemple d'un solénoïde. Solénoïde. Solénoïde avec enroulé plutôt et autour d'un anneau torique. Anneau torique de fer. Et cet anneau forme un circuit magnétique fermé et le chemin que prend
le flux magnétique la longueur du chemin magnétique égale à L mètres et l'anneau a une section transversale de A mètres carrés. Le nombre de spires du solénoïde égale à N et le courant parcouru égale à I. Ici, j'ai mis IM, IM comme I, le courant magnétisant, mais I suffit. Et donc, depuis la formule obtenue du théorème d'Ampère, P égale à mu0 NI divisé par L, on obtient P égale à mu0 fois mu R. Mu R étant la perméabilité, perméabilité magnétique du fer fois N divisé par L, petit l, j'ai mis petit l, fois I. Et maintenant, depuis les leçons précédentes, nous savons que le flux magnétique égale au champ magnétique fois la surface traversée par le champ magnétique, par la surface, et le vecteur P est, est souvent appelé de manière informelle la valeur du champ magnétique, tout simplement le champ magnétique. Et il est aussi appelé l'induction magnétique. Cependant, en réalité, il représente la densité du flux magnétique. Densité du flux magnétique en Weber par mètre carré. D'où la formule phi égale à P fois A. Et l'unité de phi égale, c'est le Weber. Donc, en remplaçant la valeur de B égale à B fois A, B étant mu0, mu R, grand N, divisé par L fois I, le tout fois A, on obtient mu0 fois mu R fois A fois N fois I divisé par L. Et puis, en faisant des manipulations mathématiques, on obtient phi égale à N fois I, grand N fois I, nombre de tours, spire, fois le courant circulant dans la bobine, fois I, et le courant magnétisant, c'est par L sur mu0, mu R fois A. Et ce produit NI, c'est l'ampère fois nombre de tours, est appelé la force magnétomotrice et avec un acronyme de FMM, force magnétomotrice, et son unité est l'ampère par le nombre de spires, l'ampère tour, symbolisé par AT. Le dénominateur
L divisé par mu0 fois R fois A et est appelée la réluctance magnétique, ou tout simplement la réluctance du circuit. Et donc, phi égale à F, la force magnétomotrice, divisé par la réluctance. Que représente la réluctance? De la même manière que la résistance électrique dans un circuit électrique, tension vient une force électromotrice, la résistance électrique s'oppose au passage du courant électrique. La réluctance représente l'opposition au passage du flux magnétique. Strictement parlant, le flux magnétique ne circule pas comme le courant électrique. En électricité, comme vous savez déjà, le courant électrique correspond à un mouvement ordonné des charges électriques qui se déplacent physiquement d'un point A à un point B sous l'effet d'une différence de potentiel, d'une tension ou d'une force électromotrice. Par contre, en magnétisme, le flux magnétique ne correspond pas à un déplacement. Le flux magnétique ne correspond pas à un déplacement physique de particules. Il s'établit simplement dans le circuit magnétique de manière statique en réponse à la force magnétomotrice, à la force magnétomotrice créée par un champ magnétique. Ici, créé par une bobine circulant un courant. Donc, la réluctance n'oppose pas un déplacement comme une résistance électrique, mais elle oppose l'établissement du flux magnétique dans le matériau. Et plus la réluctance est grande, plus la réluctance est grande, plus il est difficile pour le circuit magnétique de supporter un flux magnétique élevé, plus le flux magnétique est petit. Bon, ici, on a ce qu'on appelle l'analyse d'Hopkinson. C'est l'analogie entre le circuit électrique et le circuit magnétique. Pourquoi Hopkinson? Tout simplement, et l'analyse d'Hopkinson porte le nom de l'ingénieur britannique John Hopkinson. Hopkinson, et qui a travaillé de manière indépendante sur le système triphasé, presque en même temps que plusieurs autres scientifiques et inventeurs et ingénieurs. Hopkinson plus Galileo Ferraris, scientifique italien, Michał Dobrowski, Dobrowolski, plus Nikola Tesla, plus d'autres personnes encore. Nikola
la Tesla, et d'autres personnes encore qui ont travaillé pour contribuer au développement du système triphasé, des moteurs triphasés, des alternateurs triphasés et la distribution triphasée, etc. Bon, ici, on a l'analyse d'Hopkinson et le tableau que j'ai copié depuis Wikipédia résume la comparaison entre le circuit électrique et le circuit magnétique. Bon, d'abord, l'intensité du courant électrique correspond dans un circuit magnétique au flux magnétique en Weber. Ici, I en ampère. La résistance électrique en ohm est analogue à la réluctance dans un circuit magnétique qui représente l'opposition au passage du flux magnétique. La conductance est égale à 1 sur R, alors que la perméance est égale à 1 sur la réductance, symbolisée toujours par la lettre R. On a la conductivité sigma, la conductivité électrique correspond à la perméabilité magnétique qui est égale à mu0 fois mu R. Et la force électromotrice égale à la force magnétomotrice qui est égale aux sommes des ampères-tours. Ampère-tour égale à la somme des ampères-tours, pardon. Et en dernier, la loi d'Ohm, U est égal à R, correspond plutôt à la loi d'Hopkinson, la force magnétomotrice des ampères tours, la somme des ampères tours, égale à la somme des réductances et réductances fois le flux magnétique. On passe maintenant à l'analyse de plusieurs circuits magnétiques en série. Regardons le diagramme. Ici, il représente un circuit magnétique constitué de plusieurs sections, faites de matériaux différents. Première section. Deuxième section. Troisième section. Et ici, on a un espace vide qu'on appelle l'entrefer. En anglais, EAGA. Bon. Disons la question. Le diagramme ci-dessous représente un circuit magnétique composé de plusieurs circuits magnétiques constitués de 3 différents matériaux magnétiques ayant des perméabilités et des longueurs différentes ainsi qu'un entrefer. L'entrefer, la perméabilité égale à mu0 est égal à 4 pi fois 10 à la puissance de moins 7 en mètre. Premièrement, il faut trouver la
réluctance de chaque section et puis de les additionner pour avoir la réluctance totale. La réluctance totale égale à la somme des réluctances individuelles. Et on sait que la formule de la réluctance, c'est le chemin par-dessus divisé par la perméabilité du milieu fois la section. Bon, ici, la résistance totale, non pas la résistance, mais la réluctance, la réluctance totale dans un circuit en série, un circuit magnétique en série, égale à, depuis la formule, L1 sur mu0, mu1 fois A1. A1, c'est la section de la partie A. Plus L2, L2 divisé par mu0, mu2 fois A2. A2, c'est la section transversale de la partie 2, plus L3 fois mu0, mu3 fois A3. A3, c'est la section de la partie 3, plus L entre vers LE divisé par mu0 fois la section de l'entrevers. Okay. Une fois qu'on connaît la réluctance totale, on peut calculer le flux magnétique grâce à la loi d'Hopkinson qui nous dit que le flux égale à la force magnétomotrice divisée par la réluctance totale. Voilà. La partie 3 est terminée. Passons maintenant à la partie 4 qui nous demande, qui nous montre plutôt comment déterminer les ampères-tours pour les circuits magnétiques en série. On sait que la relation fondamentale du magnétisme, peut-être dans la leçon numéro 1 ou 2, j'ai mentionné ça. La densité du flux magnétique égale à la perméabilité magnétique fois l'intensité du champ magnétique. Densité du flux magnétique. H, c'est l'intensité champ magnétique. Aussi appelé P, c'est l'induction magnétique, alors que H, c'est l'excitation magnétique. Dans le cas du solénoïde, P égale à mu0, mu R fois NI. Okay. On a vu ça depuis le théorème d'Ampère. P égale mu0, mu R fois N. N, c'est le nombre de spires par unité de longueur. mu0, mu R c'est la perméabilité relative, fois I. I, c'est le courant magnétisant. Donc, H égale à ici,
petit n qui est égal à grand N divisé par N. Donc, H égale à B divisé par mu qui est égal à mu 0 mu R petit n divisé par I divisé par mu 0 mu R. Mu 0 mu R sont éliminés. Et donc, H égale à petit n fois I qui est égal à grand N fois I divisé par la longueur du chemin magnétique. Okay. H égale à NI divisé par L. Et la FMM, la force magnétomotrice, égale à NI, qui est égale à H fois L. H, c'est l'intensité du champ magnétique. Et L, c'est la longueur du trajet emprunté par le flux magnétique. Maintenant, comment trouver la force magnétomotrice? Étape 1, calculer l'intensité du champ magnétique H, chaque portion du circuit, dans l'air ou bien l'entrefer, aussi appelé entrefer en anglais EAK, H égale à B divisé par mu 0. Dans un matériau magnétique, H égale à B divisé par la perméabilité et du milieu, mu 0 par mu R. Et deuxième étape, calculer la force magnétomotrice, c'est-à-dire les ampères-tours, pour chaque portion du circuit, la force magnétomotrice égale à H fois L. L, c'est la longueur de la portion et de chaque circuit. Et en dernier, additionner tous les ampères-tours des différentes sections, c'est-à-dire la force magnétomotrice totale est la somme de H fois L de chaque portion et des circuits. Des circuits magnétiques. Bon. En gros, c'est comme additionner les résistances en série dans un circuit électrique. Chaque portion du circuit magnétique apporte sa propre contribution et en les additionnant, on obtient la force totale nécessaire pour faire circuler le flux magnétique dans l'ensemble du circuit. Et ici, on a un exemple, un exercice résolu. Bon, lisons la question. Un anneau de 21 cm, un anneau de 21 cm de diamètre avec une aire de section transversale de 10 cm carrés, 10 cm carrés. L'anneau est constitué de sections semi-circulaires en fonte. La partie supérieure est en fonte et en acier moulé. Chaque joint ayant une réluctance équivalente à un entrefer de 0,2 mm, 0,2 mm. Il est demandé de déterminer les ampères-tours nécessaires pour produire un flux de 8 fois 10 à la puissance de moins 4 Weber. Les perméabilités relatives de l'air, de l'acier moulé et de la fonte sont 800 et 166 respectivement.
Les effets de frange et de fuite sont négligés. C'est quoi les effets de frange et de fuite? Et quand le flux traverse l'entrefer et les, le, le flux magnétique, parfois, pas parfois, mais forme des courbes un peu comme ça. Et ça, c'est les effets de frange et de fuite. On assume que tout le flux magnétique traverse directement l'entrefer de façon, allons dire, parallèle. On commence par calculer, étape numéro 1, par calculer l'induction magnétique pour chaque portion du circuit. H égale à B divisé par mu0 ou B divisé par mu0 mu-R. On sait que phi est égal à 8 fois 10 à la puissance de moins 4. C'est donné dans la question. La section, l'aire de la section, c'est 10 cm² qui est égal à 10 fois 1 fois 10 à la puissance de moins 3 mètres carrés. Et on sait que phi égale à B fois A. Alors, B égale à phi divisé par A. Donc, 8 fois 10 à la puissance de moins 4 divisé par 10 à la puissance de moins 3. Donc, la densité du flux magnétique égale à 0,8 Weber par mètre carré ou 0,8 Tesla. Bon. On considère le champ magnétique des entrefers. D'abord, l'intensité du champ magnétique de l'entrefer, c'est P divisé par mu0. 0,8 divisé par 4 pi fois 10 à la puissance de moins 7, qui est égal à 6,366 fois 10 à la puissance de 5 ampères tout par mètre. Et la longueur totale des entrefers, c'est 0,2 mm fois 0,2 plus 0,2 mm. On a deux entrefers de même longueur. C'est 4 fois 10 à la puissance de moins 4 mètres. Et la force magnétomotrice des entrefers, c'est H fois L. H, c'est 6,366 fois 10 à la puissance de moins 5 fois L. L total, c'est 4 fois 10 à la puissance de moins 4. Ce qui résulte à 255 ampères. Maintenant, même affaire pour le champ magnétique de la portion en acier moulé. Et H égale à B divisé par mu0 mu-R. Ici, mu-R, c'est 800, donné dans la question. Donc, on obtient H égale à 796 ampères par mètre. Et la longueur du trajet, c'est la moitié du périmètre du cercle ayant un diamètre de 21 cm. Donc, pi fois d, d c'est le diamètre, divisé par 2, c'est 21 pi fois divisé par 2, c'est 33 cm ou bien 0,33 mètres. Et la force magnétomotrice de l'acier moulé, c'est 796 fois 0,33.
qui est égal à 263 ampères tout. Même affaire pour la partie en fonte. OK? On obtient H égale à 3,835 ampères tout par mètre. Longueur du trajet, c'est la même chose. Et la force magnétomotrice de la partie en fonte est égale à 1265 ampères tout. Et la force magnétomotrice totale égale à 255 entre fer plus 263 et la partie en acier moulé plus 1265 la partie en fonte. La somme est 1783 ampères tout. OK. Et je pense que la question est terminée. Il est demandé de déterminer les ampères tout nécessaires pour produire le flux de 8 fois 10 à la puissance de moins 4 Weber. Okay. Je peux arrêter le portage. Et c'est tout pour cette leçon. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos sur le magnétisme et l'électrotechnique. Et je vous dis au revoir et à bientôt.